On s'arrête à présent sur un procès historique, le plus long de l'histoire des annales judiciaires. Attentat du 13 novembre, la justice face à la barbarie, c'est le titre du 1 hebdo de cette semaine. 9 mois d'audience pour juger la série d'attaques terroristes qui a provoqué la mort de 131 personnes et qui en a blessé des centaines d'autres. On va évidemment en parler dans un instant avec nos invités, puis aussi avec Julien Bisson, rédacteur en chef du 1 hebdo. Mais avant cela, vous le voyez, j'ai rejoint Sophie Neumeyer. Sophie, on parle de ce procès parce qu'on est dans une nouvelle séquence depuis début janvier. Cette fois, c'est aux accusés de parler, c'est eux qu'on va écouter. Oui, effectivement, après 3 mois d'audience consacrée d'abord à la parole des parties civiles, les rescapés et puis les proches de ceux qui n'ont pas survécu. Il y a eu également l'histoire du djihad ou encore l'étude de la personnalité des accusés. Eh bien, on attendait à enfin aborder le fond de l'affaire, les faits, en commençant par ces moments où les accusés ont basculé et se sont radicalisés. Mais le Covid s'est invité à ce procès décidément hors norme. D'abord via Salah Abdeslam qui a été positif. Le procès a pris une semaine de retard et les audiences ont pu reprendre quelques jours pendant lesquels on a notamment pu entendre Mohamed Abrini. C'est l'un des amis d'enfance de Salah Abdeslam. C'est aussi l'homme qui est surnommé l'homme au chapeau lors des attentats de Bruxelles. Il s'est montré bravache, un peu provocateur. Et il a eu des échanges tendus avec des avocats de partie civile, notamment lorsque l'un lui a demandé s'il condamnait les attentats du 13 novembre 2015. Il a répondu par une question: vous allez dormir mieux si je condamne. Et le procès est à nouveau suspendu puisque l'un autre accusé est positif au Covid. On saura la semaine prochaine, le 25, si l'audience peut reprendre. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces précisions. Et avec Julien Bisson qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir. On est évidemment ravis d'accueillir nos deux invités. Denis Salas, bonsoir. Vous êtes magistrat et essayiste, secrétaire général de l'Association française pour l'histoire de la justice et vous assistez régulièrement aux audiences du procès qui nous intéresse aujourd'hui. À vos côtés, Georges Saline, bonsoir. Vous êtes le père de Lola qui a été tuée dans les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan et vous êtes également cofondateur de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. Merci beaucoup d'être avec nous. La parole aux accusés sur les faits. Georges Saline, comment est-ce que vous abordez ce moment? Est-ce que c'est un moment que vous appréhendez dans le procès particulièrement ou pas? Non, c'est un moment que j'attendais. En grande partie, je suis venu au procès pour entendre... certes, les dépositions, les témoignages de toutes les parties civiles, de toutes les victimes, ça a été une phase très importante, très forte du procès, mais bien entendu également pour entendre la parole des accusés. Alors ça peut être quelquefois choquant, mais évidemment c'est la raison même du procès de s'intéresser à ces accusés, vous de manière à pouvoir les attendez-vous juger. Personnellement des réponses sur quel point? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous y allez en vous disant je verrai ce qui se passe, je verrai ce qu'ils diront? Oui, je verrai ce qu'ils diront parce que je ne le sais pas à l'avance. Moi, j'ai été plutôt heureusement surpris par le fait que tous les accusés ont parlé, même si à l'heure actuelle, il y en a un qui a cessé de s'exprimer, qui est Oussama Krayem, mais ils se sont tous exprimés. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plus le pourquoi que le comment, c'est-à-dire pourquoi on devient un terroriste. Et donc, ça m'intéresse d'entendre ce que les accusés ont à dire, d'entendre je m'intéresse aussi à ce qu'ils taisent, au moment où ils mentent de manière évidente, au moment où ils semblent dire la vérité. Voilà, tout ça est extrêmement passionnant parce que pour moi, répondre à cette question, c'est une condition nécessaire pour pouvoir faire ensuite de la prévention et essayer de lutter contre ce phénomène. Denis Salas, c'est un moment clé du procès qui commence. Ça peut être un moment difficile pour le président de la Cour, comme pour les victimes et leurs proches. Il y a eu 2 moments dans la construction du récit de l'audience qu'a proposé le président. Il y a eu un moment important qui était l'audition des victimes, qui a duré plus d'1 mois, enfin des parties civiles, plus exactement, qui a duré plus d'1 mois, où là, on a vu effectivement comment cette parole des victimes a pu être formulée, avec en particulier
des différentes sensibilités dans la réception de cette violence, des formes de solidarité, de micro-communautés qui se sont formées, et puis des formes de détresse liées au traumatisme chez certains, qui laissent présager une résilience longue pour certains d'entre eux. Et puis également pour les policiers, les forces de l'ordre, ne vaincre la honte dans l'expression de son traumatisme a été important pour eux. Ça, c'était le premier moment. Et puis s'ouvre depuis quelques jours un deuxième moment, qui est l'audition des accusés sur la préparation des attentats, y compris très en amont. Et là, on voit que le terrorisme n'est pas seulement l'acte qui a irradié par sa violence notre société, mais aussi la conséquence, un processus très très long de construction initié par l'État islamique, qui a projeté sur notre territoire des attentats d'une très grande ampleur tels que nous ne les avions pas connus jusqu'à présent. Donc le procès a cet intérêt d'élucider ce moment de construction de l'acte terroriste dans toutes ses ramifications, et l'enquête, je crois, le démontre assez fortement, et l'audience va l'exprimer à son tour. Et ça, c'est la partie qui est en cours en ce moment au procès qui a commencé au début du mois de janvier. Vous l'avez évoqué tous les deux, les victimes, les parties civiles ont eu la parole aussi au départ de ce procès. D'autres parties civiles auront à nouveau la parole, il me semble, au niveau du mois de mars. J'aimerais qu'on écoute Guillaume Delmas. Guillaume Delmas, c'est un rescapé du Bataclan, et il fait part devant nos caméras d'un sentiment très très fort pour lui, qui le gêne, qui l'interroge. Je vous propose de l'écouter et d'en parler juste après. Oui, je me sens coupable d'avoir fui, de ne pas avoir pris soin de mes proches. Ça s'est fait au détriment d'un comportement qu'on pourrait tous penser héroïque, de prendre soin des gens, de prendre soin de sa bien-aimée, de ses potes, de savoir où est-ce qu'ils sont. Et en fait, dans la réalité, il en est rien. Donc forcément, la culpabilité, elle vient de là aussi, forcément. Et c'est quelque chose que vous nourrissez, ce que je viens de dire là-bas, c'est quelque chose que vous nourrissez avec le temps, forcément. Et plus le temps passe, plus cette culpabilité enflamme. Denis Salas, ce sentiment de culpabilité, c'est un sentiment qui est très répandu parmi les victimes. Oui, notamment cette victime-là, et d'autres en particulier. C'est quelque chose que la psychiatrie connaît bien. Non seulement on l'a observé lors des crimes contre l'humanité qui sont produits dans l'histoire. Culpabilité du survivant, ça veut dire, effectivement, comme l'a dit cette personne, ne pas avoir porté secours à un proche qui était à l'article de la mort, ou être entré à deux dans le Bataclan et être sorti seul, donc avoir abandonné quelqu'un. Et tout ça provoque effectivement ce sentiment de culpabilité. Primo Levi disait, les témoins intégraux, ceux qui sont restés morts sur place, ceux-là seuls ont le droit de parler. Nous avons seulement l'occasion de parler, mais qui peut parler de ce qui s'est passé à part eux? Mais ceux-là sont restés sur place. Donc il y a une très forte culpabilité autour de ça. Et les psychiatres nous ont aussi éclairé sur le syndrome de Lazare. C'est-à-dire vous revenez d'une scène comme celle-là, apocalyptique, et vous ne trouvez pas la réception dans le public, dans vos amis, capable de comprendre l'étendue du traumatisme que vous avez subi. Donc on a retrouvé dans ce procès, dans ses conséquences, dans ses expressions, des sentiments profonds que nous connaissions, nous qui avons travaillé sur les procès de l'après-guerre, ou dans les procès du crime contre l'humanité, que nous connaissions chez les victimes de violences très graves, des violences notamment liées aux crimes de masse. Une des rescapées de ces attentats dit d'ailleurs dans le 1, elle témoigne, elle dit « Ce procès peut m'aider à croire ce que j'ai vu ». Absolument, absolument. Parce que le procès élucide le sens d'une scène de crime et apporte de la compréhension là où il n'y avait que de la sidération ou du fantasme qui effectivement permet de remettre dans la réalité des choses vécues quelqu'un qui peut effectivement être complètement noyé dans l'imagination de la détresse qui est la sienne. Ça peut apporter de la compréhension, ça peut parfois apporter de la réparation. C'est ce que certaines victimes et parties civiles espèrent. En tout cas, est-ce que c'est aussi ce que vous espérez, Georges Saline? Est-ce que vous espérez une certaine réparation ou une aide à avancer avec ce que vous allez entendre au procès, que ce soit de la part des victimes des parties civiles comme de la part des accusés, ou pas du tout? Alors, si, en partie, je crois que ce procès est utile pour les victimes. Mais, par exemple, sur le syndrome de Lazare qu'évoquait M. Salas, je pense que
toute cette séquence avec le très grand nombre de prises de parole de victimes, ben, ça a permis à chacun de ne pas se retrouver tout seul et de rencontrer des dizaines de personnes qui comprenaient parfaitement ce qu'elles avaient pu vivre, même si il y a eu également, en plus de ce mot de culpabilité, un autre mot qui est revenu assez souvent, qui est celui d'illégitimité, parce que les survivants qui sont sortis indemnes physiquement se sentaient illégitimes par rapport à ceux qui avaient été blessés. Les blessés se sentaient illégitimes par rapport à la parole des endeuillés, comme moi, qui venaient parler de leurs proches qui étaient morts. Mmh. Et nous, on se sentait illégitime parce que, bon, on venait parler de nos enfants, mais nous n'y étions pas, nous n'avons pas pataugé dans le sang comme les personnes. Donc, chacun, tout le monde souffre et tout le monde se sent petit par rapport à la souffrance de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et ça vous rapproche aussi, tous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça vous aide d'être ensemble à ce procès? Personnellement... alors, chacun fait comme il peut, déjà, parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont en province, qui ne peuvent pas venir au palais de justice. Mais personnellement, j'y vais quasiment à toutes les audiences. Et le fait de rencontrer les autres, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous propose justement d'écouter un autre témoignage, celui d'Aurélia Gilbert. Elle est rescapée du Bataclan. Elle revient sur l'importance de ce procès pour elle. C'est une façon pour moi de redevenir sujet. Quand on est victime du terrorisme, on devient un objet. On est réifié, comme disent les psychiatres, c'est-à-dire qu'on n'est pas tué pour ce qu'on est, pour la personne qu'on est, mais pour ce qu'on représente et dans la masse indéfinie des victimes. Et le fait de participer au procès, de comprendre l'enquête, c'était me permettre de me réapproprier mon histoire et redevenir sujet de ma propre histoire. Denis Salas, ce témoignage, ça montre que pour ces victimes, pour ces témoins, c'est une façon de reprendre un récit qui était interrompu. Absolument, je crois que Aurélie Gilbert le dit très très bien. Vous êtes réduit à néant par l'attentat, réduit à un objet, broyé en quelque sorte par ce qui s'est produit. Et brusquement, l'offre de parole qui est celle de l'audience vous resitue en position de sujet et de construire un récit. Donc beaucoup de victimes ou de parties civiles viennent à l'audience pour proposer le récit de ce qu'elles ont pu élaborer depuis l'attentat, 6 ans après, il ne faut pas l'oublier, 6 ans après. Hein. Donc elles ont élaboré un récit de reconfiguration de leur identité, de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle, à partir de la blessure qu'elles ont subie. Et du coup, effectivement, elles proposent au tribunal, à la cour d'assises, elles proposent cette résilience dont elles ont fait preuve pendant les années qui précèdent l'attentat lui-même, de l'audience elle-même. Donc on a là, je dirais, dans la fonction du procès, une réparation, une justice réparatrice, pourrait-on dire. Il y aura la mémoire, c'est un procès pour la mémoire. Il y a la création, certains nous ont offert des textes magnifiques. Il y a effectivement tout ce qui touche à l'expression orale. Et tout ça participe d'une audience restaurative qui me semble quand même extrêmement significative dans ce procès-là, même si je pense que je n'ai pas observé, par rapport au procès de Charlie Hebdo et de l'hypercacher que j'ai observé, une même homogénéité de communauté que il y a aussi beaucoup plus de personnes qui ont été touchées venant de différents horizons. Absolument. Du coup, cette apparence, cette hétérogénéité des témoignages, alors que Charlie Hebdo, il y avait cette position très forte affirmée par le journal. Et là, c'est plutôt des micro-communautés morales qui me semblent se détacher de ces témoignages. Georges Saline, est-ce que vous avez le sentiment que ce procès, son but, c'est aussi une espèce de thérapie collective? Je ne sais pas si les mots sont bien choisis, mais en tout cas, de s'aider aussi ensemble, à la fois parce que vous êtes physiquement ensemble et aussi parce que chacun raconte sa partie de l'histoire, son ressenti, son vécu. Je ne dirais pas du tout que c'est le but du procès. Le but du procès, c'est de faire justice et de juger. Ça, c'est le but premier. Oui, les 14 accusés présents et plus ceux qui sont jugés par contumace. C'est extrêmement important parce que c'est aussi une façon d'affirmer l'état de droit, d'affirmer la manière qu'a une société démocratique de traiter ce genre de sujet. Pour moi, c'est quand même ça, le but du procès. Mais ce que vous
ce que vous dites, c'est un effet secondaire extrêmement important, extrêmement bénéfique pour les victimes. Et est-ce qu'il fait du bien? Est-ce que vous repartez dans un état d'esprit particulier en sortant chaque jour des audiences? Comment est-ce que vous faites au quotidien? Parce que c'est quand même, j'imagine, quelque chose de lourd et où chacun fait comme il peut, vous le disiez tout à l'heure. Oui, alors c'est comme beaucoup de choses que j'ai faites depuis le 13 novembre 2015, c'est toujours à double tranchant parce que être actif fait du bien, mais c'est également fatigant et c'est prenant. Mais je crois que le bilan est globalement positif. D'ailleurs, j'ai lu le texte de Denis Salas dans Le 1 et il remarque que même les personnes qui ont pu être actives au moment des attaques, comme par exemple les potages, hein, les otages qui, même s'ils n'ont pas pu faire grand-chose, ils ont pu faire des petits gestes de résistance et ils ont vu aussi ce que vous soulignez, monsieur, ils ont vu leur bourreau douter, trembler. Et de fait, ils paraissent aller mieux, aller mieux que les personnes qui, malheureusement, ont à ce moment-là été passives. Mais celles qui ont été passives à ce moment-là, il y en a, comme Aurélia, par exemple, qui a été une des cofondatrices de 13-11-15 avec moi, qui se sont engagées ensuite et ça les aide, ça nous aide. Denis Salas. Oui, je dirais simplement, effectivement, le procès pénal est là pour juger les accusés. Nous sommes bien d'accord. Mais il y a des moments, au cours du procès, notamment au moment du témoignage des victimes, où le président, le juge, est quelque sorte attrait dans la douleur collective et prononce des mots. Des mots qui sont des mots qui soignent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est aussi ça son rôle. Oui, parce que quand vous avez, par exemple, un avocat, à un moment donné, soyons concrets, un avocat demande au président de dire à une jeune fille de 16 ans qui vit la culpabilité du survivant parce que son père est allé au Bataclan, que sont coupables d'avoir laissé aller au Bataclan. L'avocat lui dit « Mais monsieur le président, cette jeune fille attend une parole de vous. » Le président lui a dit, effectivement, ce que je dis dans le 1 d'ailleurs, lui a dit « Vous n'êtes coupable de rien. » Alors, ceux qui sont coupables sont ceux qui sont dans le box. Alors, cette parole qui a l'air minime, à mon avis, elle a une très grande importance parce que la jeune fille va partir de ce procès avec ça. Et dans ce lieu, et face aux accusés, ça a encore plus de poids. Face aux accusés, cette parole, je crois, va être très constructive pour elle. Et je pense que le président, qui n'est pas un spécialiste de la thérapie, mais là, du coup, humainement, si vous voulez, il a été attrait dans une fonction de réassurance morale qui a été profondément la sienne à ce moment-là. Alors, quand on évoque le 1 Hebdo ici, on a une habitude, c'est le mot de la semaine. Et cette semaine, Julien a choisi le mot « dignité ». Oui, dignité, c'est un mot qu'on a retrouvé souvent sous la plume des chroniqueurs judiciaires, notamment depuis le début de ce procès, la dignité des victimes ou de leurs proches appelés à la barre de ce procès hors norme pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont enduré dans leur chair ou dans leur âme. Ce mot, c'est aussi celui employé d'ailleurs par le président de la Cour d'assises, Jean-Louis Périès, dès l'ouverture du procès en septembre dernier, appelant à, je cite, « maintenir la justice dans sa dignité ». C'est un mot fort, dignité, car il traduit aussi bien la noble gravité dans laquelle se sont tenus jusqu'ici les débats, que la nécessaire dignité humaine. Cette idée qu'aucun des participants n'est là pour servir un moyen, mais comme une fin en soi, pour soi. Donc c'est un beau mot, ce mot de dignité, mais qui ne doit pas non plus enfermer les victimes dans une injonction, une forme d'injonction. Il y a des colères saines que personne ne songera à leur reprocher et qui disent moins sans doute un désir de vengeance que de récit, ce récit qui est justement nécessaire pour reprendre cours la dignité de leur vie. Alors sur cette question de la dignité, qu'on peut peut-être aussi associer à l'humanité. Georges Saline, je pense que c'est important pour vous que ces deux choses-là soient dignité et humanité présentes dans ce procès. En tout cas, c'est ce que vous dites en partie dans le 1 Hebdo, notamment. L'humanité des accusés doit être respectée. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que ce sont des hommes, ce sont pas des bêtes, ce sont des hommes et malheureusement, ça fait longtemps qu'on sait que des hommes en apparence tout à fait ordinaires peuvent commettre des choses terribles. Et c'est extrêmement important que chacun puisse reconnaître l'humanité de l'autre parce que précisément,
dans ce qu'ils ont fait, ils ont manifestement oublié l'humanité de leurs victimes. Ils ne cessent de nous... Enfin, certains d'entre eux, parce que, d'abord, ça c'est aussi quelque chose de très important. Il faut... Chaque accusé a des choses différentes qui lui sont reprochées, a une manière différente de se positionner, dit des choses différentes, donc il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Certains ne cessent de dire on a voulu frapper la France, on voulait se venger des bombardements en Syrie, mais on n'avait absolument rien de personnel. Tout en disant ensuite que lorsqu'ils ont tué des musulmans, c'était une erreur. Enfin bon. Donc, il y a une image qui a été très frappante dans une des vidéos qui ont été montrées et qui pourtant était loin d'être la vidéo la plus spectaculaire, mais c'était une vidéo prise dans la salle du Bataclan quelques minutes avant l'entrée des terroristes, parce qu'on voit la foule de dos et les musiciens sur la scène, mais on voit la foule de dos et... c'est Arthur Desnouveau qui a fait demander à ce que cette vidéo soit projetée. C'est le président d'une autre association, Life for Paris. Nous s'entendons très bien entre associations de victimes. Et c'était très fort parce qu'il dit c'est ça qu'ont vu les terroristes en entrant. Ils ont vu des gens de dos, ils l'ont tiré dans le dos. Et voilà, donc là, c'est un geste où on traite les gens comme du bétail, quoi. Et donc, il faut revenir au fait que nous sommes tous des humains. Denis Salas. Dignité, notamment par rapport aux images, parce que les images du Bataclan, mais aussi des terrasses, font retour sur la barbarie du moment. Et il ne faut pas que cette réémergence de la barbarie par des images, même si c'est des images de vidéosurveillance, heurte la dignité des victimes. Donc vous avez une éthique du procès où le président, les juges veillent absolument à ce que les victimes ne subissent pas le choc de cette violence. Et donc le principe cardinal qui est posé, c'est le principe de dignité dans la monstration des images. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ce procès-là, comme dans d'autres. Il y a beaucoup effectivement de cas où les victimes elles-mêmes proposent des métaphores pour exprimer leur souffrance, qui sont très dignes. Je pense à cette jeune fille qui a, pour évoquer la mare de sang qui est au Bataclan, projeté à l'image son jean taché de sang qu'elle a gardé, qu'elle a photographié. Cette image-là, cette synthèse de l'image, fait effectivement écran et permet effectivement d'avoir un détour par l'imaginaire qui permet d'éviter le retour de la barbarie. Merci infiniment, messieurs. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je ne peux que vous conseiller d'acheter Le 1 Hebdo, particulièrement cette semaine, parce qu'il y a de très beaux textes dans ce numéro, et notamment les vôtres. Merci beaucoup pour vos témoignages. Julien, on se dit évidemment à la semaine prochaine. On parlera d'un nouveau numéro du 1 Hebdo. Et France Info, évidemment, continuera à suivre le déroulé de ce procès des attentats du 13 novembre 2015.